Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour se préparer au baccalauréat de spécialité maths sur le chapitre des suites. Alors il a été adapté puisque l'algorithme ici est en Python, donc ça me donnera l'occasion de vous rappeler deux, trois trucs donc sur ce langage de programmation. Donc cet exercice, il est en trois parties. Une première partie qui va être une étude de fonction. Une fonction définie sur 0 plus l'infini par l'expression donc f de x égale x exponentielle moins x, limite, tableau de variation. Ensuite, une partie B très intéressante, pour deux raisons. D'abord, on va, et comme ça me permettra de vous rappeler, on va lire graphiquement des termes d'une suite récurrence en utilisant justement la courbe d'une fonction, la courbe de cette fonction f, en utilisant une droite, la droite d'équation y égale x, cette fameuse droite qu'on appelle la première bisectrice du plan, qui a beaucoup d'utilité en maths et dont l'une des plus importantes, eh bien, c'est de permettre de lire graphiquement les termes d'une suite définie par récurrence avec une fonction. Ensuite, on a 3-4 questions qui résument un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les suites. Donc ce fameux raisonnement par récurrence, montrer qu'une suite est décroissante, convergence d'une suite avec le théorème de convergence monotone, et ensuite recherche de la limite une fois qu'on sait qu'elle existe. On finira par un petit algorithme, par un programme, donc en langage Python à compléter. Alors il n'est pas très compliqué à compléter, mais il y a quand même des petites choses à dire. Je vous montrerai à la fin comment on le tape finalement en Python et comment il tourne très bien. On est parti. Première partie, donc on considère la fonction f, alors on va bien l'écrire, f, donc définie donc sur 0 plus l'infini par son expression f de x égale x exponentielle moins x. Et donc on vous demande en première question une limite. Alors, on regarde tout de suite. Alors, quand on regarde des limites, on écrit sur son brouillon l'expression, puis on regarde un petit peu. Alors, je rappelle qu'exponentielle, il faut connaître deux choses sur la fonction exponentielle, en tout cas sur ses limites. Donc, je vais refaire rapidement. Je le fais assez souvent d'ailleurs, ce schéma. Je trace la courbe. Alors, vous avez la courbe d'exponentielle, elle est comme ceci. La limite d'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite d'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. On a une asymptote horizontale. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut savoir quant aux limites. Donc ici, nous, on a x. Donc x, on cherche la limite en plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Donc ce facteur tend vers plus l'infini. Nous, on a un produit et on cherche la limite exponentielle moins x. Alors, ça, on va le préciser. X tend vers plus l'infini, donc moins x tend vers moins l'infini. Ce moins l'infini, vous voyez, il est ici. Je le mets dans l'exponentielle, donc je vais regarder l'exponentielle en moins l'infini. Limite, donc de moins x c'est moins l'infini. Je rappelle que la limite, donc quand on a l'exponentielle de grand x avec un grand x qui va vers moins l'infini, ça c'est 0. Donc ici, par composition, la limite d'exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal donc à 0. C'est une façon de rédiger. Autre façon de rédiger, donc on rappelle encore, limite de moins x égale moins l'infini en plus l'infini, et donc la limite d'exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, ça va donc être égal à la limite de l'exponentielle quand ce qu'on met dedans tend donc vers moins l'infini. C'est donc 0. D'accord? Je répète. Le problème qu'on a, c'est que notre premier facteur tend vers plus l'infini, notre deuxième facteur exponentielle moins x tend vers 0. Donc on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc le simple produit ne suffit pas pour trouver la limite, il faut aller chercher dans les formules qu'on connaît entre x et des exponentielles. Et ça, il n'y en a pas 3000, c'est ce qu'on appelle les formules de croissance comparée. Et en plus l'infini, il y en a une qui est la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x. C'est plus l'infini. Alors nous, notre x, il est en haut. Donc on pourrait utiliser la version qui correspond, x sur exponentielle x, et donc ça serait l'inverse de plus l'infini, ça serait 0. Et l'idée, elle est là. On va essayer de transformer, parce qu'exponentielle moins x, c'est pas pratique dans les formules, on n'en a pas. Mais il y a une formule, par contre, qui permet
de passer d'exponentielle moins x à exponentielle x, c'est que exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Donc ici, notre x exponentielle moins x, c'est donc x multiplié par 1 sur e de x. Et donc si on l'écrit, autrement, ça fait x sur exponentielle de x. Et on a notre formule. Vous voyez, ici, vous avez tout simplement un rapport qu'on connaît, hein, puisque c'est une croissance comparée qu'on va utiliser. Vous voyez, la limite, c'est donc 0. Il n'y avait en fait rien à faire. Il fallait juste transformer cette exponentielle moins x en exponentielle x. C'est très souvent, d'ailleurs, cette astuce quand on voit de l'exponentielle moins x. Donc, dans la pratique, qu'est-ce qu'on va rédiger? Alors, avant de rédiger, il faut être sûr d'arriver au bout. Vous voyez, la forme indéterminée, il aurait fallu se rendre compte avant de commencer à rédiger. Donc, c'est pour ça que le brouillon, il est important. Donc, une fois que vous avez trouvé la forme indéterminée, vous avez réussi à transformer, bien sûr, la copie, en fait, ne va apparaître que ceci. Vous allez dire, donc, x e de moins x est égal à x sur e de x. Ça, c'est quel que soit x. Donc, voilà, pour quel que soit x ici appartenant à 0 plus l'infini, même si c'est vrai pour tout x. Hein. Et donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de x e de moins x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x, et c'est donc égal à 0. Et là, vous pouvez mettre une petite flèche, hein, et vous mettez croissance. On compare les croissances de l'exponentielle et du x, et on sait que c'est l'exponentielle qui est beaucoup plus rapide vers l'infini, donc cette limite c'est 0. On a déjà terminé. Graphiquement, bon, on a la courbe, hein, vous voyez qu'ici, cette courbe elle a tendance à baisser, mais on ne peut pas trop deviner sur le dessin que ça va tendre vers 0. Deuxième question, déterminer la dérivée de f sur 0 plus l'infini. Donc on admet que f est dérivable. De toute façon, c'est un produit de deux fonctions dérivables, mais vous n'avez pas justifié la dérivabilité. Donc ici, f de x, vous écrivez quoi? Vous dites que c'est u de x fois v de x, vous mettez bien en évidence le produit, et vous donnez vos u et votre v. Donc ici, u de x, c'est x, v de x, c'est exponentielle moins x. Donc je vais avoir à utiliser la dérivée d'un produit, u fois v. Donc c'est u' v plus u v'. Vous la connaissez par cœur. Donc ici, u', c'est la dérivée de x, ça vaut 1, v', on dérive exponentielle moins x, je le répète aussi à chaque fois, mais on est là pour ça. Quand on dérive exponentielle u avec u dérivable, ça donne u', e de u. Et ici, mon u, hein, c'est moins x. Hein, c'est un u rond, c'est pas le même que le u ici. Donc, quand je dérive, eh bien, ça me fait moins 1. Donc, la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins 1 exponentielle moins x. Autrement dit, moins exponentielle moins x. On fait maintenant notre dérivée d'un produit. Donc, on va avoir, je vais mettre un petit peu de couleur. Donc, ici, u fois v plus, donc u fois v' plus u' fois v. Ça me donne donc f' qui est égal à 1 fois exponentielle moins x, ça c'est u' v plus u fois v'. Comme très souvent dans les dérivées de fonctions avec un facteur exponentiel, on peut factoriser par exponentielle. Ici, exponentielle moins x, j'aurai 1, plus x fois moins 1, ici j'ai un moins 1, ça fait donc moins x. J'ai factorisé. Pour trouver le signe, ça va être assez simple. Maintenant, on passe au tableau de variation. Donc, premièrement, on est sous une bonne forme. C'est un produit. Donc, pour le signe d'un produit, on va faire un tableau. Il me faut le signe de chacun des deux facteurs. Alors, il y en a un qui est très important, c'est cette exponentielle. On sait que quel que soit x, exponentielle quand x est strictement positif. Donc, ici, eh ben, pour tout x, alors nous, on est sur x supérieur ou égal à 0, eh bien, exponentielle moins x, c'est aussi strictement positif. Voilà. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans un exponentiel, ça vous donnera une quantité strictement positive. Donc dans notre tableau, donc nous on est sur 0 plus l'infini. On va avoir 1 moins x. On aura exponentielle moins x. Le produit des deux nous donnera le signe de f', et le signe de f' nous donnera les variations de f de x en fonction de x. Alors, on a 1 moins x. 1 moins x, c'est une fonction affine. Affine, décroissante, d'accord? Parce que la pente, c'est moins 1. Donc, il faut trouver où est-ce que ça s'annule. 1 moins x égale 0, ça fait 1 égale à x. Donc, ça s'annule pour x égale 1. Ça tombe bien, 1 est entre 0 et plus l'infini, donc on le met ici.
on aura donc 2 colonnes. Pour le signe de 1 moins x, ça s'annule ici. Donc ça va commencer par du plus, ça finit par du moins. Exponentielle, je vous l'ai dit, c'est strictement positif. On met des plus partout. On fait le produit, plus fois plus, 0, moins. Et donc la fonction, elle va être croissante, puis décroissante. Alors on va essayer d'être complet, on vous demande le tableau, on peut quand même indiquer, bon la limite, on l'a étudié, c'est 0. F de 0, donc c'est 0 exponentielle 0, ça fait 0. F de 1, 1 exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1 sur exponentielle de 1. Donc 1 sur E, qui vaut à peu près donc 2,7, 1 sur 2,7. Donc je vais écrire ça, 1 sur E. Ensuite, ici, je vous ai dit 0. Alors on retrouve, hein, parce qu'on nous donne la courbe, vous voyez, on a bien ici un départ au point de coordonnées 0, 0. Ça va être croissant jusqu'à cet endroit-là, qui, hein, certainement ici, en ordonnée, eh bien, on doit être 1 sur E. Et ça correspond. Et après, eh on a une zone de décroissance jusqu'à cette limite, hein, qui sera 0. Donc, je ne l'ai pas dit, hein, je ne t'ai pas demandé, mais vous avez une asymptote ici, à la fin horizontale, en plus à l'infini. Partie B, donc on a la suite définie donc par U0 égale 1 et UN plus 1 égale F de UN. Donc vous voyez, on va se servir de ce qu'on a fait certainement dans la première partie, puisqu'on a étudié les variations de F. Ça veut dire, si on devait écrire UN plus 1 sous une forme sans la lettre F, ça serait donc UN multiplié par exponentielle de moins UN, vous voyez. Donc c'est une suite définie par récurrence, avec une notation un petit peu plus compliquée que d'habitude, et avec un U0 qui est égal à 1. Donc on va vous demander graphiquement de trouver les valeurs. Si on devait les faire à la main, sans la courbe, ben, on aurait par exemple U1 qui serait U0 exponentielle de moins U0, c'est-à-dire 1 exponentielle moins 1, donc 1 sur E. D'accord ? U2, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on aurait 1 sur E exponentielle de moins 1 sur E. Donc, vous voyez, c'est une suite avec des termes tout de suite très compliqués. On peut graphiquement, par contre, très rapidement avoir une idée de l'évolution de cette suite. Comment fait-on ? Pour ça, il faut avoir un graphique avec la courbe de la fonction. Ici, je vous l'ai mise en orange, et la courbe de la première bisectrice du plan, c'est-à-dire une droite, hein, dont l'équation réduite est y égale x, donc dans un repère orthonormé, ce serait la diagonale du carré. Ici, c'est la diagonale donc du rectangle unité, c'est-à-dire le rectangle construit sur le 1 des abscisses et le 1 des ordonnées. D'accord ? Comment on se sert de cette droite ? Vous allez voir tout de suite. Alors, on va placer un premier point, le point A0, hein, d'ordonnée nulle et d'abscisse U0. Donc, ce point A0, il a pour coordonnée donc U0, c'est-à-dire 1, 0. Donc, il est ici. Je vais vous l'indiquer. Vous voyez en bas, ça, c'est le point A0, qui nous permet d'avoir une idée de U0. L'abscisse de ce point-là, c'est U0. Si on veut calculer U1, graphiquement, trouver U1, on sait que U1, je vous ai dit, c'est F de U0. Donc, je vais utiliser la courbe de F pour aller chercher en ordonnée la valeur de U1. Alors, je vais faire ça en vert. Donc, ici, pour aller chercher l'image de U0 par fonction F, je cherche le point qui est donc au-dessus de l'abscisse U0, et normalement, j'envoie ce point sur l'axe vertical. Et ici, je vais trouver la valeur de U1, d'accord ? Si on avait besoin que de U1, le problème s'arrêterait là. Vous voyez, U1 est à peu près 0,35. Mais si je veux maintenant U2, par le même procédé, U2, c'est l'image de U1. Donc, il faut que je sois capable de renvoyer donc U1 sur l'axe des abscisses, pour pouvoir après calculer l'image de U1. Donc ça se fait très bien grâce à la droite qu'on vous donne. La droite d'équation y égale x. Pourquoi ? Parce que le point que vous avez ici, c'est-à-dire le point d'intersection entre la droite en pointillé et cette droite, eh bien ce point-là, il a pour coordonnées, en ordonnée c'est U1, donc comme c'est y égale x, ce point, ses coordonnées c'est U1, U1. Donc, quand vous envoyez ce point tout en bas, vous aurez donc ici trouvé U1. C'est-à-dire que vous avez réussi à envoyer la valeur de U1 de l'axe des ordonnées jusqu'à l'axe des abscisses. C'est à ça que sert cette droite. À permettre comme ça de transférer une valeur d'ordonnée sur une valeur d'abscisse. Donc le U1
sur l'axe vertical. Grâce à ça, on le place exactement sur l'axe des abscisses. On vous demande de placer à 0 puis à 1. J'ai placé à 0. Il était ici, d'accord, d'abscisse U0. Je viens de trouver le point A1 d'abscisse U1. Maintenant, on continue. On vous demande ici le point A2 d'abscisse U2. Bon, U2, c'est F de U1. D'accord? Je vous l'ai dit. Donc, il faut que je calcule maintenant l'image de U1. Pour ça, j'ai déjà U1. Je vais donc renvoyer cette abscisse sur la courbe. Donc, je vais trouver ceci. Normalement, c'est juste au-dessus. D'accord? Donc, ici, au-dessus, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai descendu ici, mon point vers le bas, j'aurais pu m'arrêter directement sur la courbe orange, puisque j'étais arrivé sur un point qui me permettait, sur l'axe des ordonnées, de trouver la valeur de U2. D'accord? Ensuite, moi, je cherche à avoir U2 en bas. Donc, je vais utiliser le même point. Alors, je vais le remettre en bleu. Je vais utiliser ce point-là. Ce point, il a pour coordonnées, donc U2 comme ordonnée, et U2 comme abscisse, puisqu'il est sur la droite d'équation y égale x. Et donc, en l'envoyant, en le projetant sur l'axe horizontal, vous allez tomber en bas sur donc un point ici, dont l'abscisse est maintenant U2, puisqu'il est au-dessus de U2, U2. Et c'est donc ici, vous trouverez le point A2. Pour ceux qui ont du mal avec ce genre de choses, j'essaierai de mettre un lien, si j'y pense. Si j'y pense pas et que vous en avez besoin, dites-le moi. Un lien vers une vidéo qui explique ce phénomène en détail. Mais dans l'idée, ce qu'on peut dire de plus, c'est que pour avoir donc rapidement l'évolution des termes, on prend donc U0, on l'envoie sur la courbe. Ensuite, ce point-là, on l'envoie sur la première bisectrice, cette fameuse droite, et on va descendre après jusqu'à la courbe. On réenvoie sur la première bisectrice, on va jusqu'à la courbe, on réenvoie, et oui, comme ça, on a très vite une conjecture qu'on peut faire. Vous voyez, cette suite, les termes de cette suite U0, U1, U2, U3, U4, vous voyez, ça semble se rapprocher ici. Ça rentre un petit peu là dans cette comment on peut dire ça? Il y a un petit goulot d'étranglement ici, et vos termes, en fait, ça nous dit intuitivement que les termes de la suite vont se rapprocher de 0. Voilà ce qu'on peut conjecturer. Une suite décroissante dont les termes vont se rapprocher de 0. Évidemment, ça reste à démontrer, c'est peut-être la suite du sujet. Vous voyez comme ça, très vite, juste avec quelques petits traits verticaux et horizontaux, en utilisant donc cette fameuse droite, donc la première bisectrice, qui permet comme ça de renvoyer les ordonnées sur l'axe des abscisses, on arrive à avoir comme ça intuitivement, très rapidement, une idée de ce qui va se passer. Question suivante. Alors maintenant, donc on passe à des démonstrations pour justement essayer de voir un petit peu si les conjectures qu'on a pu faire graphiquement se vérifient. Alors une petite démonstration par récurrence qui fait partie des plus classiques. On va montrer que n est strictement positif. D'accord? Donc ici, alors, initialisation. Alors, je ne recopie pas la propriété. La question est tellement évidente qu'on voit bien ce qu'on veut montrer. Donc initialisation. On va donc, ici, c'est pour tout n naturel, donc pour n égale 0. U0 vaut 1, qui est bien strictement positif. Donc, la propriété est vraie. Rien à dire. Hérédité. Comme d'habitude, on va supposer que la propriété est vraie, mais pour un certain n. On suppose que pour un certain n entier naturel, on suppose que n est strictement positif. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Notre but, c'est de montrer que la propriété va être héréditaire, donc qu'elle va se transmettre au rang suivant, c'est-à-dire que n plus 1 est strictement positif. Pour ça, on est sur une récurrence très classique, où il faut démontrer un encadrement ou une inégalité. On va, et ça c'est quasiment la méthode qui marche à chaque fois dans ce genre de récurrence, c'est ce que moi j'appelle une récurrence de type 2, on veut démontrer une inégalité, on va partir de... Et on va essayer de reconstruire à partir du n, un plus 1. La relation de récurrence, je vous l'ai mise en vert ici. Un plus 1, c'est f de un. Donc ici, je vais devoir calculer l'image de un. F de un pour reconstruire un plus 1.
Et qu'est-ce que je sais d'après le tableau? On regarde le tableau. Ici, eh bien, d'après le tableau, de variation, le TDV donc de f, on sait que pour tout x, regardez bien, pour tout x donc strictement positif, on voit bien que f de x est strictement positif, vous voyez? Ici, jusqu'à notre maximum qui était atteint en 1. Donc de 0 à 1, on a bien une fonction strictement croissante, d'accord? Donc de 0 à 1, effectivement, on est strictement positif, puisque ça s'annule en 0 et qu'on est strictement croissant. Dès qu'on a dépassé 0, on n'est plus en 0. Quand on est sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a quelque chose de strictement décroissant. La limite étant 0, et comme c'est strictement décroissant, ça ne peut jamais atteindre 0. Parce que si ça atteignait, vous voyez, à un moment 0, comme c'est strictement décroissant, on serait obligé de continuer à descendre. Donc ça veut dire que votre fonction va tendre vers 0 sans jamais atteindre 0. Donc ce tableau, il nous indique tout simplement que f de x est strictement positive, pour x strictement positif. Donc moi, quand je vais utiliser ma fonction f sur un nombre un qui est strictement positif, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien que f de un est donc strictement positif. Je sais que pour tout nombre strictement positif, l'image est strictement positive. Donc moi j'applique ça à un. On peut l'écrire en français. L'image d'un nombre strictement positif est strictement positive. Donc je pars d'un nombre strictement positif, j'arrive donc à une image strictement positive. Et f de un, je vous l'ai dit, c'est un plus 1. Donc un plus 1 est bien strictement positif. Vous voyez, on a juste utilisé le signe de f qui nous a été indiqué grâce au tableau de variation ici. Donc le seul endroit où f peut s'annuler, c'est en 0. Ici, c'est une limite qui ne sera jamais atteinte. C'est une question qui est assez subtile, parce que on ne vous le fait pas deviner avant. On ne vous demande pas le signe de f. Donc c'est à vous de déduire de ce tableau que f est strictement positif si x n'est pas égal à 0. Ensuite, vous pensez bien sur un sujet à faire une conclusion qui est toujours la même. On va rappeler pour quelle valeur est-ce qu'on a initialisé. Donc c'est vrai pour n égale 0. Héréditaire. N'oubliez pas ici, au moment où vous atteignez votre but, vous dites hérédité. Donc vérifier. Et donc, vrai pour n égale 0, propriété héréditaire, donc cette propriété elle est vraie pour tout n appartenant à grand N. Troisième question, montrer que la suite n est décroissante. Alors ça c'est aussi, alors vous allez dire, je dis tout le temps ça, c'est un grand classique. Eh bien, vous allez voir, on aurait même pu mettre en déduire. Moi c'est ce que j'aurais mis, parce que vraiment, la démonstration de la décroissance du n, elle ne se fait qu'à partir de ce qu'on vient de faire. Pour montrer qu'une suite est décroissante, il faut réussir à trouver pour tout n antinaturel le signe de un plus 1 moins un. Ce signe doit être négatif ou nul. Donc, on va faire un plus 1 moins un. Un plus 1, vous savez donc, d'après ce que je vous ai dit, c'est f de un moins un. Alors là, c'est un petit peu compliqué, donc on va utiliser l'expression de f. On va écrire donc un exponentielle donc de moins un. D'accord? On va factoriser par un. On obtient exponentielle moins un moins 1. Il faut trouver le signe. Alors, on vient de démontrer qu'un était strictement positif. Donc, on sait que un est strictement positif. D'accord? Pour tout n, appartenant à grand N. Donc, ici, vous avez déjà un premier facteur strictement positif. Maintenant, le deuxième facteur. Alors, est-ce qu'exponentielle de moins un est positif ou négatif? Eh bien, on va regarder. J'ai un qui est positif. Regardez bien comment on fait ça. Encore une fois, c'est une technique sur les inégalités. Un est positif, donc si vous prenez moins un, c'est donc négatif. Je prends l'exponentielle d'un nombre strictement négatif. L'exponentielle, c'est une fonction croissante, strictement, donc ça conserve
les symboles. Ça fait exponentielle de moins, ici, 0. Donc exponentielle moins du n est donc plus petit qu'exponentielle moins 0 qui vaut 1. Si je mets ce moins 1, ce 1 à gauche en soustrayant, ça fait exponentielle moins un. Moins 1 négatif. Ça, c'est pas évident, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, mais ça veut dire quoi? Eh bien que ce facteur ici est donc strictement négatif. Conclusion, eh bien donc pour toute n, un plus 1 moins un est strictement négatif. Voilà. Et donc un est strictement décroissante. Et comme elle est strictement décroissante, elle est donc décroissante. Strictement décroissante, c'est plus fort que décroissant. Donc si vous avez de la stricte décroissance, vous avez de la décroissance. Et on a démontré la question 3. Donc pensez bien qu'on aurait pu, et c'est souvent le cas dans le sujet, indiquer ici plutôt que montrer, dire en déduire que. Parce que c'est vraiment l'information sur le signe ici, sur un strictement positif, qui nous permet de l'emporter dans le premier facteur et même dans le deuxième. Donc c'est très très important cette information. Autre façon de faire cette question, on vient de montrer que un est strictement positif. On va être amené à évaluer un plus 1 moins un. Je vous ai dit f de un moins un. Donc on regarde f de x moins x pour x strictement positif. Parce que j'ai montré que nous, on allait mettre dans cette chose-là, dans cette expression, on allait mettre un x qui était un. Donc je vais mettre un nombre strictement positif. Donc on regarde. Si je prends x strictement positif, comment est f de x? Donc je vais reconstruire. Bon, ça veut dire que moins x est négatif. Je passe à l'exponentielle qui conserve l'ordre. Exponentielle moins x est donc strictement plus petit qu'exponentielle 0. Donc exponentielle moins x est strictement plus petit que 1. Vous voyez, on construit progressivement notre expression. Je multiplie des deux côtés par un nombre x qui est strictement positif. J'obtiens x exponentielle moins x plus petit que x. Et donc, f de x plus petit que x. Et donc, f de x moins x négatif. Ça veut dire que, ici, si je mets un x qui est un nombre strictement positif, j'obtiendrai une quantité strictement négative. Donc moi ici, je vais mettre un. Donc j'aurai f de un moins un. Et j'ai montré que ça donnera donc ici un nombre strictement négatif. Donc un plus 1 moins n est négatif. Vous voyez, c'est à peu près la même étude, sauf que là, on fait l'étude sur la fonction avec des x. Quand on fait directement, on fait des encadrements en manipulant des un. Voilà. Mais l'idée est à peu près la même. On utilise quand même vraiment l'information de la question 2 sur la positivité stricte de un. Là, question qu'on peut faire même sans avoir fait ni la 2 ni la 3. On a montré que un est une suite décroissante. D'accord? Donc ce qui est pratique quand on a une suite décroissante, c'est qu'elle soit minorée. Effectivement, un, cette suite, est minorée par 0. Autrement dit, parce que vous avez besoin parfois d'explications, pour tout n, on a un qui est plus grand que 0. 0 minore, c'est-à-dire 0 est plus petit que tous les termes de la suite un. Et ça nous permet d'utiliser un théorème fondamental dans le programme de terminale, le théorème qui porte le nom de théorème de convergence monotone. Quand une suite est décroissante minorée, elle converge. un converge. Converger, ça veut dire que n admet une limite finie. D'accord? Limite de un est égale à L avec un nombre L, avec L, un nombre L qui est un nombre réel. D'accord? La convergence, c'est l'existence d'une limite réelle. 4b, alors, on admet que la limite est solution de l'équation x e de moins x égale x. Alors, ça, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un théorème qu'on ne voit pas forcément parce qu'il est lié à la continuité. Je vous ai dit tout à l'heure que un exponentielle de moins un était égal à un plus 1. D'accord? Donc, on vient de démontrer que il existe donc un nombre L appartenant à R tel que la limite de un était égale à R. À L, pardon. La suite composée des termes un plus 1.
c'est les mêmes termes que la suite UN, mais décalés de 1. Donc la limite, c'est aussi L. Et donc on dit qu'on passe par limite. On passe ici à la limite dans cette égalité. Et comme les fonctions qu'on a sont continues, il y a un théorème qui n'est pas au programme qui dit que donc à droite, ça va tendre vers L. Et à gauche, ça va tendre vers L exponentielle de moins L. Et donc, il y a égalité entre les deux. Ça veut dire que la limite qu'on cherche est obligatoirement une des solutions de cette équation. Donc, on va être amené, ça, vous n'avez pas utilisé le théorème, vous ne le connaissez pas, mais on est amené, en fait, à résoudre cette équation qui est tout simplement f de x égale x. Et rappelez-vous, quand on a fait l'étude graphique, notre petit escalier descendait vers le point d'intersection des deux courbes. Donc on retrouve cette idée de f de x égale x. En maths, quand on a f de x égale x, on appelle ça un point fixe, autrement dit une valeur qui ne bouge pas quand on utilise la fonction f. Comment on résout cette équation? On résout donc x exponentielle moins x égale x. C'est équivalent à x exponentielle moins x égale 0. Qu'est-ce qu'on peut faire? On factorise par x. X exponentielle moins x moins 1 égale 0. On obtient une équation produit nul. X égale 0 ou exponentielle moins x moins 1 égale 0. On a deux petites équations, l'une qui est déjà résolue. Donc une valeur possible de la limite, c'est 0. C'est celle qu'on avait conjecturée. Maintenant, on résout. Ça fait exponentielle moins x égale 1. On passe au logarithme. Mais sinon, un exponentiel qui vaut 1, ça veut dire que le moins x que vous avez dedans vaut 0. Et donc x égale 0. On a donc une seule solution qui est 0. Donc, c'est la seule possibilité. Donc, comme on sait que la limite du n, c'est une des solutions, mais ça veut dire que la limite du n, c'est forcément 0. Et on a réussi à trouver la limite. Et vous voyez, ce qui a permis de conclure, c'est qu'on a réussi à démontrer l'existence de la limite. Et comme cette limite existe, on a pu, en utilisant un théorème un petit peu puissant, en passant à la limite, se ramener à une équation en x qu'on a résolue ici, parce que c'était faisable, bien sûr. Dans la partie C, on considère donc une suite, c'est la somme des termes, vous voyez, de la suite UN, et on veut compléter un programme ici en Python pour qu'il affiche S100. Alors les choses à savoir ici, c'est déjà la commande, enfin l'instruction range. Quand vous écrivez range 1,101, vous faites 100 boucles, 100 tours en fait. D'accord? Vous n'en faites pas 100, un petit peu un faux ami, donc il faut faire attention. Sachant qu'on fait 100 boucles. Nous, on doit calculer la somme S100, donc de U0, puis U1, puis U2, puis U3, puis U4, puis U5, jusqu'à U100. Ici, dans cette somme, remarquez, j'ai 101 termes. Donc 100 boucles ne suffiront pas à faire 101 termes. Ça veut dire que je dois rentrer un premier terme dès le début, avant de faire ma première boucle. Donc l'initialisation de mon programme Python. Et on le fera tourner sur Python. Après, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Au début, je vais déjà rentrer U0 dans cette valeur. Alors U0, je vous rappelle, ça vaut 1. Donc ici, je vais rentrer 1. Et la somme, je l'initialise à 1, comme si j'avais déjà rentré U0. Donc j'ai fait déjà un terme de la suite, de la somme. Et maintenant, je vais rentrer dans mes 100 boucles. Chaque boucle doit me permettre de calculer un terme de plus de la suite et l'ajouter à ma somme S. Donc ici, vous voyez que l'instruction U égale U fois exponentielle moins U, ça permet de calculer le terme suivant. Parce que vous avez bien compris depuis le début que UN plus 1, c'est UN fois exponentielle de moins UN. Donc en faisant U fois exponentielle moins U, vous calculez le terme suivant, U. Donc ça veut dire que là, vous aurez pour la première boucle calculé U1. Et vous l'ajoutez, ce nouveau terme, à la somme. Et vous avez donc S plus U. Le programme est déjà terminé. On va le faire tourner d'abord à la main. Et après, je vous montrerai ce que ça donne. Donc, on va faire un petit tableau. On va indiquer la boucle dans laquelle on est, la valeur de U et la valeur de S. Alors, au départ, on est dans la boucle 0. U vaut 1. S vaut donc 1. Ici, ça veut dire que j'ai rentré U0. Et là, dans ma somme, j'ai mis U0. Je vais rentrer dans la première boucle. Ici, U, je vais calculer
le terme suivant. Donc, j'avais vu que c'était 1 sur E. Hein, et donc là, j'aurais calculé U1. Et je vais ajouter donc à S ce U1. J'aurai donc dans S U0 plus U1. Vous voyez, la somme commence à se former. Deuxième boucle. Je vais calculer donc U2. Donc ici, dans ma variable U, je vais avoir U2, que je vais ajouter à la ligne suivante à cette somme. Donc dedans, j'aurai U0 plus 1 et je lui ajoute U2. Et vous voyez qu'on commence progressivement à faire notre somme. On va faire 100 boucles. Et à la 100e boucle, eh bien, on va calculer U100 et on va l'ajouter. Donc là, vous aurez U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4, etc. jusqu'à U100. C'est exactement ce qu'on voulait. Et donc, une fois qu'on sort de cette 100e boucle, on print, ça veut dire qu'on affiche la valeur de S. On regarde ça tout de suite donc sur un programme qui permet de faire du Python. Nous aussi, voilà. Alors, pour information, c'est un logiciel qui s'appelle Tony, THO2NY. Hein. Il est disponible gratuitement sur Internet et je trouve qu'il est très pratique. Hein. Et donc, regardez, on va mettre donc U égale 1. Ensuite, on crée la variable somme. Dedans, on met 1. On va mettre for i in range, donc 1 jusqu'à 100, donc on met 1,101. Quand on fait une boucle, eh bien on met 2 points en Python. Ensuite, vous voyez, ça décale directement. On dit que ça, ici, ça indente. Le décalage s'appelle l'indentation. C'est nécessaire pour rentrer dans une boucle. On met U égale U fois exponentielle de, donc, moins U. Voilà. Dans la boucle, on fait donc on ajoute à S ce nouveau terme qu'on vient de calculer. On va ensuite sortir de la boucle. Voilà, on désindente et vous mettez donc print S. Voilà, il n'y a plus qu'à faire tourner ce programme. Pour ça, on appuie sur le triangle vert ici, Run. Donc j'appuie. Voilà, il y a une erreur quelque part, c'est exponentiel. Alors pourquoi exponentiel n'a pas fonctionné? Parce que quand on programme en Python, il faut d'abord charger un module qui permet de faire des maths. Et cette ligne, c'est from math, import, et vous mettez étoile, ça importe tous les modules mathématiques. Maintenant, je vais retourner. Et là, vous voyez, ça a tourné. Le résultat, c'est 4,65, etc. D'accord? Donc, première ligne importante hein, pour pouvoir charger la fonction qui calcule les exponentielles. Donc voilà, hein, notre programme, donc notre partie C est terminée. Cet exercice est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.